Alors, je vais compter jusqu'à 3. On va faire le maximum de bruit à l'occasion des 20 ans de l'Université pédagogique nationale La Colline Fertile. Mesdames et messieurs, soyez prêts. 1, 2, 3. Applaudissez très très fort. Le maximum de bruit. Au Capi Service, nous sommes en direct de l'Université pédagogique nationale à l'occasion de 20 ans de cet alma mater. Alors, je vais encore vous demander d'applaudir très 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 fort pour nos invités qui sont là. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes en direct de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa qui fête ses 20 ans d'existence et nous allons faire le bilan et les perspectives avec nos invités qui sont avec nous dans cette belle salle de l'UPN. Nous avons professeur Yvonne Ibebeke qui est rectrice université. Et nous avons également le professeur Hugo Kassonga qui est avec nous et le professeur Henri Dianziza qui est avec nous sur ce podium. Et merci à vous d'être venus nombreux pour participer à cette émission et toute l'équipe de production. Merci Tati Mapuku sur la réalisation de cette émission. Paul Badianyama, Patrick Yassongwa, Jonathan et toute l'équipe multimédia des radios Okapi. Merci de votre accompagnement dans la production de cette émission. À vous tous qui êtes là et qui nous suivez en ligne sur les plateformes digitales des radios Okapi, bienvenue à tous, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bien, comme je le disais tout à l'heure, l'UPN, l'Université pédagogique nationale, célèbre ses 20 ans d'existence. Et c'était avant l'Institut, et depuis 2005, février 2005, c'est devenu une université pédagogique nationale. Et cette université organise plusieurs facultés, départements, et il y a même des centres de recherche qui fonctionnent dans cette université. Alors nous allons parler un peu faire le bilan, parler de l'historique de cet établissement et puis des perspectives d'avenir. Alors professeur Yvonne, merci de prendre votre micro. Vous êtes la rectrice de l'Université pédagogique nationale. Alors, je voudrais dire, sous quel signe vous placez cette célébration des 20 ans de l'UPN? Merci pour la question. C'est un signe d'avenir, d'un bilan positif. C'est dans le signe de ce qui est arrivé à l'UPN. Si on regarde, d'abord, nous avons acquis des nouveaux bâtiments. Nous avons, grâce à ce que le président a pu faire pour nous, nous devons utiliser ces bâtiments à bon escient. Et surtout, ces bâtiments vont nous aider à booster, à aller de l'avant, parce que nous avons des auditoires modernes qui nous permettent de donner des enseignements comme il faut. Donc, c'est un bilan positif pour nous qui va nous permettre d'aller de l'avant, en fait, c'est ça. Voilà, l'université a aujourd'hui des nouveaux bâtiments. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce passage de l'Institut supérieur à l'Université pédagogique nationale? En fait, ce passage était nécessaire parce que au début, on était seulement, comme j'ai dit tout à l'heure dans le discours, on était seulement orienté vers la formation. Vraiment, on regardait l'IPN seulement comme des formateurs pour l'enseignement primaire, secondaire. Mais il s'est fait qu'au cours du temps, les recherches qui étaient effectuées au sein de l'IPN, c'était des recherches qui étaient aussi des recherches fondamentales, des recherches qui se faisaient
aussi dans les universités. Il n'y avait pas des raisons pour que l'UPEN reste seulement un institut supérieur orienté vers la formation des enseignants pour l'école secondaire. Donc, ça s'est bien justifié que nous passions de l'université, de l'institut supérieur à l'université pédagogique. D'abord, c'est au point de vue recherche. Il y avait eu maintenant beaucoup de recherches niveau fondamental. De l'autre côté, comme je l'avais dit tout à l'heure, il s'est avéré que il fallait nécessairement maintenant qu'on forme aussi des formateurs pour les instituts supérieurs pédagogiques et les instituts supérieurs techniques. Alors, pour former ces formateurs, ça suffit qu'il fallait avoir le 3e cycle. Il fallait que l'UPN soit au niveau des universités parce que l'UPN n'avait pas cette possibilité d'organiser les 3e cycle. Et c'est ce qui a été les leitmotifs du corps professoral pour se battre pour que notre institution devienne une université. Bien, aujourd'hui, vous organisez combien de facultés, combien de départements, le centre de recherche? À l'heure actuelle, nous avons 10 facultés que je m'en vais citer. Peut-être si j'oublie les unes, les autres, on va me compléter. Nous avons les sciences et technologies. Nous avons économie et gestion. Nous avons l'agronomie et environnement. Nous avons la pédagogie et sciences de l'éducation. Nous avons le droit. Nous avons la science de santé, Nous avons médecine vétérinaire. Nous avons aussi, j'ai déjà cité les sciences de l'information et de la communication. Nous avons les sciences politiques et sociales. Et nous avons aussi pédagogie et didactique. Il y en a beaucoup, hein. Aussi faculté psychologie. À cela, il faut ajouter aussi l'école de télédétection et des satellites. Voilà. Ouais. Et puis, il faut maintenant, au niveau des centres de recherche, nous avons CRUDIPEN, nous avons CEPRIS, nous venons aussi de lancer le centre. Nous allons bientôt lancer un autre centre qui serait basé sur l'agronomie. C'est un centre qui sera c'est un centre pour l'Afrique centrale pour lutter contre les déficits alimentaires. Et nous avons un autre centre, si j'oublie, basé, c'est plus sur les mathématiques et les sciences, qui va être qui s'oriente pour la production des ouvrages au point de vue pédagogique. D'accord. Et aujourd'hui, votre établissement compte combien d'étudiants? À l'heure actuelle, en tout cas, le bilan de l'année passée, nous avions à peu près 24 000 étudiants. 24 000 étudiants. Oui. Voilà, c'est impressionnant. Professeur Hugo Kasonga, vous êtes historien. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, pouvez-vous nous faire nous retracer un peu l'historique de cet alma mater? Bien, merci. Avant toute chose, je voudrais, peut-être sous affirmation ultérieure de Madame la rectrice, que cette salle de promotion soit débaptisée et que ça devienne salle professeur Kazadi Longesh. Et je peux le dire au cours de cette émission, pourquoi professeur Kazadi Longesh. Je crois que Madame la rectrice a déjà quand même épinglé certains éléments. Il y a eu un constat. Le constat est le suivant. Le corps professoral de l'UPEN était en train de vieillir. Alors on s'est dit, il faut quand même qu'on assure la relève. On ne pouvait pas assurer la relève dans le cadre ou dans la forme juridique de l'UPEN. Donc la forme juridique de l'UPEN ne pouvait pas permettre qu'on organise le 3e cycle. Alors les corporations se sont réunies pour réfléchir. En tout cas, cette transformation, c'est vraiment l'œuvre de toutes les corporations, que ce soit les scientifiques, les professeurs, même les administratifs.
Alors, ils ont constaté, d'abord, les corps professoraux vieillissants. Deuxièmement, tous ceux qui terminaient à l'UPEN pour aller continuer leurs études ailleurs étaient soumis à des conditions académiques très complexes. On devait passer par la science spéciale et ces études-là s'étiraient en longueur. Pour un cycle de 5 ans, on peut le faire à 10 ans, 20 ans. 10 ans d'abord même pour terminer. 2 ans là, ça peut prendre 10 ans. Alors, on a trouvé que c'était opportun qu'on puisse militer pour que l'IPEN, à ce moment-là, puisse organiser le 3e cycle. C'est ainsi qu'il y a eu, non seulement ça aussi, l'autre problème, c'est lequel aussi, il y avait aussi l'absence d'une politique de formation. Il n'y a pas de bourse pour envoyer les scientifiques aller suivre leurs études ailleurs. C'est ainsi qu'au niveau interne, les réflexions ont commencé au niveau de corporations. Les corporations ont été soutenues par un groupe formé par les anciens professeurs de l'IPEN, qu'on appelle UPENIA. UPENIA, c'est un groupe, une association qui regroupait les anciens de l'IPEN, qui étaient professeurs et d'autres aussi qui travaillaient ailleurs. Donc, cette association-là consistait tout simplement à promouvoir toutes les initiatives prises par l'UPEN pour son développement. Et de l'IPENIA, il y a eu aussi naissance de beaucoup d'autres groupes de réflexion. Notamment, il y a eu un groupe qu'on a appelé SENARID, qui signifie Service national de recherche en didactique des disciplines. Ce groupe-là a écrit au conseil d'administration pour demander à ce qu'on puisse organiser le 3e cycle au niveau de l'Institut pédagogique national. Et surtout que l'IPEN avait comme mission tout simplement l'enseignement. On avait tellement enseigné, on avait des cadres dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais ceux qui devaient former, il n'y en avait plus. C'est ainsi qu'on a pensé qu'il faudrait organiser ce 3e cycle. Alors, SENARID a écrit au conseil d'administration pour lui demander à ce qu'on puisse déjà organiser le 3e cycle au niveau de l'UPEN. Cela a été fait. En plus de cela, qu'est-ce qui a encore favorisé cela? On devait fêter les 40 ans de l'IPEN. À cette occasion-là, cette fête coïncidait avec les discours que les prononcés à l'occasion de l'année 2001. Et l'IPEN a été créé en quelle année? Voilà. L'IPEN a été créé en 1961. C'est la toute première institution qui a été pédagogique, bien sûr, qui a été créée après l'indépendance. Et c'était aussi une institution pilote. L'UPEN, actuellement, est aussi la toute première institution publique créée aussi par l'État. Mais avant qu'on y arrive, beaucoup d'effets qui sont passés. Alors je disais, sous l'influence de tous les groupes de réflexion, oui. Notamment SENARED, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il fallait qu'on célèbre les 40 ans de l'université, de l'IPEN. À cette occasion-là, il y a eu beaucoup de discours. Dans les discours de tous les intervenants, on incitait à ce qu'on puisse arriver à créer le 3e cycle. L'occasion faisant le larron, à cette circonstance, on a invité le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Émile Ngoï, qui a été à cette occasion-là à la fête. Il a suivi toutes les interventions. Il faudrait qu'il y ait le 3e cycle à l'IPEN. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur va initier des groupes de réflexion pour pouvoir mettre en application les recommandations de la Conférence nationale souveraine et les recommandations des États généraux de l'éducation. C'était une bonne occasion pour que l'IPEN saisisse pour sa transformation. Et sur place à l'IPEN, il y a eu aussi un groupe de réflexion qu'on a appelé GRIP. Donc, ce groupe de réflexion... Donc, si je comprends bien, il y a eu beaucoup de groupes de réflexion. Il y a eu beaucoup de groupes de réflexion. C'est ça qui a contribué au changement. Contribué au changement. Et on a organisé des ateliers dans une table ronde qui a été tenue à Lubumbashi. Et dans cette table ronde-là, on a pu insister qu'on puisse changer de programme d'enseignement. Parce que généralement, tous les programmes étaient devenus caducs. Il fallait changer. Et aussi, les ministres avaient aussi proposé qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut transformer certains instituts supérieurs pédagogiques en universités. C'était déjà une bonne occasion pour l'IPEN à ce moment-là. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Professeur Henri Dianzinza, voilà.
Pourquoi je dis toujours Dianzenza? Dinzenza. D'accord. Bonjour, professeur. Merci de prendre votre micro. Voilà, vous êtes sociologue? Oui, monsieur. Voilà. Bon. Parlez un peu de... Concernant la mutation de l'IPN à l'UPN, nous n'allons pas commencer par 2005 ou 2003 avec UKN. Moi, je vois l'université UPN depuis 1971, lorsque le maréchal Mobutu a décidé que tout ce qui est enseignement supérieur soit université. Malheureusement, les textes juridiques n'ont pas suivi dans le fond. C'est-à-dire quoi? La gestion du personnel de l'enseignement supérieur était uniforme. Était devenue uniforme, je voudrais dire. Comment? Il fallait une promotion. Quand on enseigne l'enseignement supérieur, on accède à une promotion. Et pour accéder à la promotion, il faut publier. Dans les études supérieures, il n'était pas nécessaire de publier parce que là, on était tout simplement professeur quand on terminait l'IPN. Vous comprenez? Oui. C'est ainsi que, en 1983, sous le ministre Takizala, je pense, il y a eu un mouvement d'assainissement. Et le mouvement d'assainissement concernait beaucoup plus les assistants qui ne publiaient pas. Je crois que les gens s'en souviennent. Je sais que je me trouvais qui ne publiaient pas dans la revue scientifique, c'est ça? Oui, oui. Il faut publier dans les revues reconnues scientifiquement. Okay. Hein? Alors, les assistants qui ne publiaient pas, et c'est dans les études supérieures qu'on ne publiait pas parce que ce n'était pas leur problème. Eux, c'était des professeurs. On les appelait professeurs. Tandis que les amis qui enseignaient à l'université, dans les 3 autres universités, à l'UNASA Kinshasa, l'UNASA Kisangani et Lubumbashi, eux, ils étaient professeurs. Ils n'étaient pas d'accord que les assistants qui étaient dans les études supérieures se nomment professeurs. Alors, c'était une tare. Une tare, pourquoi? Parce qu'on n'a pas profité de l'occasion pour qu'on puisse réclamer une université. On l'était pourtant, mais les textes ne le permettaient pas. Parce que dans les textes, les études supérieures ne pouvaient pas organiser le 3e cycle. Dieu merci. En 2005, en passant par 2003 avec l'UKN, l'université a été créée. Cette université, c'est le 2e point que je vais aborder, la création de l'Université pédagogique nationale a connu des résistances. Les gens ne le savent peut-être pas, mais je vous apprends que la mutation de l'IPN à l'UPN a connu des résistances. Il y avait 2 camps. Le premier camp était celui de... La résistance au niveau interne ou... Interne et externe. Ok. Externe... Évidemment, ce sont les autres universités qui n'étaient pas d'accord que l'IPN devienne université. Eux, c'était pour des raisons de concurrence. Mais à l'intérieur, même un peu à l'extérieur, qu'est-ce que les gens se disaient? La première tendance était que l'IPN a une vocation pédagogique. Quand elle va devenir UPN, la vocation va être oubliée. Et c'est une catastrophe pour le pays, je pense. Parce que abandonner l'éducation, l'enseignement, le pays ne peut pas connaître un développement quelconque. N'est-ce pas? L'autre tendance, c'est laquelle? C'est cette tendance-là qui disait on doit terminer avec cette histoire d'enseignement parce que les enseignants sont mal vus, les enseignants sont... L'enseignement n'est plus ce noble, comment on appelle ça, ce noble métier. Oui. L'enseignant, c'est... Mais aujourd'hui, l'enseignant est négligé, jusqu'à maintenant d'ailleurs.
Ouais. Jusqu'à maintenant. Alors, cette tendance-là disait, nous terminons avec l'IPN parce qu'on nous maltraite. Mais ce n'est pas vraiment ça la raison. Hein? Oui, est-ce quelle est la vraie raison? La véritable raison, c'est comme l'a dit dans le discours, Madame Latrice dans son discours et le professeur Kassonga, principalement c'était pour la relève du corps académique. Parce que il était difficile d'avoir des professeurs, dans le bilan vous allez en parler, d'avoir des professeurs sans une formation à l'interne. Il fallait sortir du pays, c'était pas facile. Il fallait aller dans d'autres universités, mais là-bas avec des conditions difficiles. Pourtant, nos assistants, nos chefs de travaux qui allaient dans d'autres universités se comportaient mieux que les autres qu'ils trouvaient là-bas. Oui. Ça. Alors, professeur Yvonne Ibebeke, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, 20 ans après, la relève, qu'en est-il de la relève? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la formation des professeurs, on assure la relève? Oui, parce que si on prend le bilan que nous avons présenté dernièrement à la clôture, rien que cette année-ci, nous avons eu à peu près 90 docteurs qui ont été formés. Donc la relève est là et puis chaque jour qui se passe, je reçois beaucoup de dossiers, de signatures pour signer pour des défenses des thèses. Donc nous avons pratiquement chaque semaine ou toutes les 2 semaines au moins de défense des thèses ici. Ça, je ne parle que des thèses pour que docteur qui veut devenir qui va devenir professeur, mais à côté de ça, nous avons un nombre plus élevé, pratiquement le double des personnes qui ont fait le DEA. Donc la relève pour l'UPN est assurée. Nous avons certaines facultés qui ont vraiment la relève qui a été déjà assurée, entre autres au niveau des sciences sociales et tout ça. Mais là où encore la relève peine, c'est au niveau des facultés des sciences, et ce qu'on peut dire classiquement sciences exactes. Je prendrai au niveau des sciences et technologies, au niveau de l'agronomie, au niveau de médecine vétérinaire, et puis nous avons au niveau des sciences de la santé. Ça, c'est tout simplement pour des raisons purement techniques, étant donné que pour faire ces recherches, il faut des laboratoires, parfois il faut des laboratoires équipés que nous n'avons pas. Il faut nos thésards, je vais utiliser ces termes-là, sont obligés souvent d'envoyer leurs échantillons à l'étranger pour pouvoir faire ces analyses et ça traîne ce côté-là. Mais de toute manière, nous réussissons quand même, malgré ces obstacles, nous avons des thésards qui tiennent le coup, qui arrivent jusqu'au bout. Nous avons aussi beaucoup qu'on a formés à ces niveaux, mais il faut encore beaucoup au niveau de ces sciences-là que je viens de citer. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, on va recueillir les questions dans la salle. Nous parlons de 20 ans de l'Université pédagogique nationale, bilan et perspectives. Les questions, y a-t-il des questions déjà dans la salle? Merci d'avancer, le micro est là. Vous donnez juste votre nom et puis vous posez la question aux intervenants. Merci beaucoup. Juste une petite... bon, pas trop de questions, mais je voulais juste faire passer le message à Madame la rectrice Yvonne Ibebeke, parce que vous venez parler de la relève. Il a même dit que non, il y a ceux qui défendent leur travail de doctorat, thèse, tout ça et tout. Mais Madame la rectrice Yvonne Ibebeke, j'aimerais vous informer qu'à la faculté de sciences économiques et de gestion, précisément au département de sciences commerciales, il y a l'option, plutôt de gestion informatique. Alors, nous sommes de la première promotion de la gestion informatique. Nous avons fini parce qu'il s'agit bien de la relève. Jusqu'à présent, l'Université pédagogique nationale n'a pas pu à retenir ou soit engager les informaticiens comme étant des assistants. Supposons que vous puissiez avoir plus de 1000 ou 500 professeurs.
en gestion informatique, mais s'ils n'ont pas des assistants avec le système LMD, c'est catastrophique, c'est vraiment compliqué et tout. Alors, je m'aimerais justement vous faire par ces messages pour vous demander si vous pouvez essayer un peu de jeter un coup d'œil au département de sciences commerciales, voir comment vous pouvez faire en sorte que ceux qui peuvent prendre la relève et qui peuvent aussi former le futur informaticien qui soit aussi nommé, pourquoi pas aussi se retrouver dans tout ce qu'ils ont comme récit, comme connaissance à l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup, monsieur, pour votre attention. Le suivant, nous encourageons aussi les dames à passer. Nous parlons de 20 ans de l'UPN, bilan et perspectives. Quels sont vos souhaits également pour l'avenir? Merci d'approcher. Bonjour, monsieur. Bonjour, je reviens, monsieur Alain, c'est mon nom. Je voudrais adresser une petite question à madame la rectrice. L'UPN est née comme un institut supérieur, elle est devenue une université. Aujourd'hui, on peut s'en féliciter de la formation et du nombre, parlons de la relève, du nombre de professeurs qui sont formés à l'interne. Est-ce qu'il ne fut pas le cas il y a peut-être 20 ans ou peut-être 15 ans passés? Mais je voudrais que l'on puisse, ici, nous dire est-ce qu'il est possible d'assurer une relève sécurisée? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous avons des gens, c'est un droit pour chacun de nous d'étudier et d'atteindre le niveau qu'il veut bien. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tout le monde s'accourt vers l'université pour devenir docteur. Il était directeur, après la retraite, il dit, bon écoutez, je rentre à l'université pour obtenir mon doctorat, il a beaucoup d'argent, il arrive, il investit, et puis voilà, il est docteur. Finalement, il est engagé professeur. Nous sommes assistants sur des travaux nés, scientifiquement grandis ici, on peine à s'adapter parce qu'on n'a pas assez de moyens, parce que le cycle coûte, et on traîne les pas. Mais je sais qu'il y a des amis qui font l'effort, nous faisons l'effort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser la relève? Permettez-moi le terme, que tous ces parvenus, parce qu'il a été retraité ici et là, et qui se dit, parce qu'il y a les méritats à l'enseignement supérieur universitaire, j'y vais pour me sécuriser et sécuriser ma vieillesse. Il n'y a pas moyen de nous sécuriser. Pour que tous ceux-là qui deviennent docteurs... Et il semble qu'il y a aujourd'hui aussi la tendance, beaucoup de politiques qui veulent devenir des docteurs. Je n'ai pas besoin de citer les politiques parce qu'on dira que voilà, on est contre, parce qu'ils nous regardent. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous, madame la rectrice, de travailler avec certains autres recteurs et directeurs des instituts supérieurs et universités pour que vous puissiez faire un plaidoyer à la ministre qu'on nous sécurise? Ah bon, c'est une menace? C'est une menace. Parce que moi, je prends 10 ans pour faire ma thèse et lui prend 3 ans, il a fini. Il a la charge horaire avant moi. Et qu'est-ce que je deviens? Et puis on va commencer à se battre des bâtons pour avoir des charges horaires. Sécurisez-nous, s'il vous plaît. Ils font leur thèse, ils rentrent chez eux. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Bonjour madame. Ah, vous ne posez pas la question, ok. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est le professeur Pascal Moukwati Outoukhaïne, chef du département des sciences et de gestion. Ma question s'adresse à tous les 3 intervenants. Je voulais ici poser la question à madame la rectrice, au professeur Dizenza, au professeur Kassongo, de nous faire la corrélation de l'IPN aux ISP et aux ISC. Qu'en est-il de cette corrélation? Merci. Corrélation l'UPN aux ISP, c'est ça? Corrélation de l'IPN, Université pédagogique nationale, aux instituts supérieurs comme ISP et aux ISC. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est le directeur chef de service à la personne de M. Mabaya. Je voudrais simplement rappeler aux autorités... Je pense que vous pouvez tenir le micro, hein, c'est mieux pour... D'accord. D'avoir une considération aux agents administratifs qui sont là. Parce que je tiens particulièrement à ce que nous sommes passés de IPN à l'UPN. Les administratifs ont contribué pour beaucoup dans cette guerre-là, au point que, à cette époque-là, l'école d'application s'arrêtait même à enseigner pour se mettre ici devant les rectorats
afin de se battre, à mettre des pneus pour empêcher même les passages. C'était une guerre. Oui, c'était toute une guerre. On a pris des temps. Les administrateurs étaient tellement nombreux. Il n'y avait pas tellement les chefs de travaux assistants. N'étaient pas nombreux. Il y avait le professeur Malanda, si je me souviens bien, qui était là pour animer, pour encadrer, afin de se battre. C'était toute une guerre. C'est pour cela que je demanderai aux autorités d'avoir toujours une certaine considération aux administratifs. Ils ont beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui, cette université ait sa place auquel nous sommes en train de respecter. C'est tout ce que j'avais comme demande. Merci beaucoup pour votre intervention. Le suivant. Nous sommes à l'Université pédagogique nationale qui célèbre ses 20 ans d'existence. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis le professeur Hubert Watongo Karutala du département de sociologie à l'UPN. Oui, professeur. J'aimerais comprendre avec les intervenants qui sont devant moi quelle pourrait être aujourd'hui la particularité de l'Université pédagogique nationale face aux autres universités, étant donné que ils partagent ou elles partagent le même programme d'enseignement, le même cursus, ils ont la vocation de former les mêmes personnes avec le même profil, et finalement on se dit, quelle est la place de ce qualificatif pédagogique qui paraît être la particularité de l'université qui est la nôtre vis-à-vis de l'UNIKIN, de l'UNIKIS, de l'UNILU, qui sont des universités un peu généralistes, permettez le terme. Quelle est finalement la mission de l'UPN? Quelle est finalement la vision de l'UPN dans la grande problématique de construction d'une nation congolaise prospère et développée? Merci beaucoup. Merci, professeur. Bonjour, madame. Bonjour, je suis Chilandaka Bamba. Je suis en deuxième licence en LMD, système LMD, dans la faculté de droit. Je suis aussi vice-ministre des Cultures dans la même faculté, à la délégation facultaire. Alors j'ai une petite préoccupation, dans le sens où, étant étudiant de l'Université pédagogique nationale, je pense que nous avons aussi un devoir de pouvoir aussi innover. Alors j'aimerais savoir que prévoit l'UPN, notamment les dirigeants de l'UPN, pour soutenir les différentes visions, les différents projets scientifiques aussi, pourquoi pas, pour soutenir ces personnes qui ont des idées qui pourront faire à ce que l'université puisse encore évoluer, encore participer au développement durable, s'il faut dire, dans l'intérêt scientifique. Puisque j'en connais des personnes qui ont des idées, des personnes qui participent... Lesquelles, par exemple? Bon, par exemple, il y a des structures scientifiques qui organisent des concours liés à la science, des concours qui ont pour but de promulguer et aussi créer des émulations afin d'améliorer notre niveau scientifique. Par exemple, moi, je donne des cours d'anglais et j'ai aussi quelques camarades qui sont aussi membres de mon club d'anglais, qui participent aussi, mais on remarque qu'il y a souvent pas de soutien auprès de nos autorités, malheureusement. Il y a des personnes qui sont timidement dans leur coin, pourtant ils peuvent aussi participer activement au développement de l'UPN, parce qu'il y a beaucoup de personnes meilleures. Alors, que prévoit l'UPN face à cette situation? Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On prendra une deuxième série juste après. Les temps... On accorde d'abord la parole à Madame la rectrice pour ses réponses. Merci pour toutes ces questions et des réflexions. Je vais commencer par la première réflexion, c'est d'engager les assistants. Évidemment, une université sans assistants, c'est pas possible. Un professeur qui évolue sans assistant, ça ne serait pas possible. Mais nous avons, s'il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas un problème lié à l'autorité de l'UPN. Il faut faire un lobbying, il faut démontrer que nous avons besoin de ces assistants pour avoir l'autorisation au niveau de la tutelle. Parce qu'on n'engage pas les assistants
parce qu'on a décidé d'engager, il faut avoir une autorisation de tutelle. Et nous avons pensé au niveau, avec le secrétaire général académique, nous avons pensé cette année-ci demander à chaque faculté de pouvoir faire un bilan, savoir un bilan où on pourrait connaître professeur, assistant, un professeur, combien il a d'assistants, pour pouvoir savoir nos besoins en assistant, pour pouvoir faire le lobbying, pour pouvoir écrire au niveau des autorités. Alors, au point de vue, est-il possible tout le monde pour le docteur, pour la relève sécurisée? Effectivement, il y a une tendance actuelle, tout le monde veut faire le doctorat, devenir docteur, et parfois les gens qui viennent de l'extérieur deviennent des docteurs et prendraient la place. Mais je pense, nous, depuis que nous sommes là, nous avons mis en place un système tel que nous n'acceptons pas des transferts. Déjà, ce qui vient des autres, nous n'acceptons aucun transfert parce que nous recevons plusieurs lettres des personnes, des apprenants qui viennent des autres universités ou bien qui viennent des instituts supérieurs qui vont vous donner des raisons, ma femme ou bien la santé, et qui ont demandé des transferts, même si le transfert a été accepté au niveau de leur institution d'origine. Jusqu'à présent, nous n'avons accepté aucun transfert des autres institutions. Et une autre politique que nous avons mise au point, qui devait exister, ça c'est dans le texte, ne peut avoir une charge horaire, ne peut enseigner que quelqu'un qui a une charge horaire. Là, c'est lorsque quelqu'un de l'extérieur demande une charge horaire, demande plutôt à être professeur au niveau de l'université, le texte dit ceci. Nous avons c'est au niveau du département. C'est le département qui doit pouvoir donner une charge horaire. Cette charge horaire va être entérinée par la faculté et ensuite, c'est seulement lorsque la faculté a entériné, ça va arriver au niveau du secrétariat général académique qui va encore examiner la pertinence de cette charge horaire. Et puis, une fois que le secrétariat général académique a donné son quitus, c'est à ce moment-là que la rectrice peut signer l'engagement de ses professeurs. Nous avons beaucoup de cas que nous avons trouvés dernièrement où nous n'avons pas accepté d'engager des professeurs qui sont venus de l'extérieur. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que les facultés ou les départements peuvent par amitié proposer des charges horaires. Mais c'est là où l'académique, le secrétariat général intervient pour voir que s'il y a vraiment nécessité. Parce qu'on doit se dire à l'heure actuelle, il y a des facultés qui vont dos au mur maintenant. Nous avons les études des apprenants et on risque de ne plus avoir des charges, effectivement, ne plus avoir des charges horaires pour certaines facultés. Voilà. Bien, il y a aussi une question, la corrélation entre l'UPN et les autres ISP, les ISC, etc. Bon, l'UPN, nous recevons, quelle est la corrélation? Moi, je vais plutôt dire des relations que nous avons entre les ISP et les ISC. Nous savons qu'il y a comme ils ne savent pas organiser le 3e cycle, beaucoup d'apprenants, nous avons des apprenants des ISP qui viennent chez nous pour faire leur 3e cycle. Nous avons signé des conventions avec beaucoup d'instituts, pas beaucoup, il ne faut pas dire le terme beaucoup. Nous avons signé des partenariats avec des instituts supérieurs pédagogiques pour que leurs apprenants puissent faire le 3e cycle
au niveau de l'UPN. Parfois, ils peuvent commencer certains enseignements chez eux, mais le doctorat s'est fait au niveau de l'UPN. Alors, ces instituts supérieurs, on n'a pas signé des partenariats à la légère. Nous avons envoyé ce qu'on a signé dernièrement, nous avons envoyé des missions pour pouvoir voir la capacité qu'ont ces instituts supérieurs à organiser ne fût-ce que le premier enseignement de DEA à leur niveau. Et ces enseignements, ce n'est pas qu'eux, ils vont organiser seuls. Nous envoyons nos professeurs pour pouvoir assurer ces enseignements. C'est le cas de convention que nous venons de signer, par exemple, avec l'ISP Boma. Nous avons signé aussi avec l'ISC Bandundu. Donc, c'est parce que nous avons une checklist qui a été élaborée au niveau du secrétariat général à la recherche. Si l'institution remplit tous les points que nous avons estimés nécessaires pour que qu'on puisse organiser ne fût-ce que le niveau, les premières bases de DEA au niveau de cette institution, à ce moment-là, ok. Mais j'insiste encore une fois, tous les coups, il faut qu'ils aient de la logistique nécessaire pour organiser ces enseignements à leur niveau, et nous envoyons nécessairement certains de nos professeurs qui vont donner cours là-bas. D'accord. Il y a professeur Henri. Alors, je voulais répondre à la question sur la différence qu'il y a entre les autres universités et l'UPN. L'UPN n'a pas perdu sa vocation pédagogique. Sa particularité. Sa particularité. L'université pédagogique est restée pédagogique. Je m'explique. Les départements traditionnels de chimie, de physique, ce sont des départements de pédagogie appliquée. Pour s'en convaincre, ces départements organisent des stages dans les écoles de stages pédagogiques. C'est différent des universités. Dans les universités autres que l'UPN, cette activité-là, oh là là, s'appelle... alors, stage professionnel. Non, nous avions un département ici qui... L'agrégation. Dans les universités, c'est l'agrégation. Du temps du professeur Chisung comme recteur, nous sommes allés défendre ce dossier au KU pour les départements ou les facultés qui n'existaient pas avant la pédagogie appliquée. Économie, c'est pas moi, agronomie. Bon, maintenant le droit n'existait pas encore. Mais pour ces départements-là, qu'est-ce qu'on a fait? Les facultés avaient introduit des cours de pédagogie et de psychologie dans certaines promotions. Et donc, c'est pour dire que l'Université pédagogique nationale est restée fidèle à sa mission originale, de pédagogie, de soutien de ce pays, s'il vous plaît. Ah oui, parce que c'est la pédagogie qui soutient le développement du pays. L'éducation. Négligez l'éducation, vous tuez le pays. Les professeurs de l'UPN, non, les professeurs tout court, l'enseignant tout court ne doit pas perdre espoir parce que vous serez révalorisé étant donné la nécessité, je dis. Merci, professeur Henri. Professeur Hugo. Bien, je voudrais tout simplement dire ceci. L'avènement de l'UPN comme université, c'est un événement émaillé de beaucoup de faits qu'il faut connaître. Parce que si nous ne connaissons pas tous ces faits-là, nous ne savons pas comment il faut préserver notre université de valeurs qui ne sont pas tellement acceptables dans une société. Je ne voudrais pas parler des antivaleurs. Alors, je reviens, on a posé la question de la relève. Vous vous rappelez, en 2000, il y avait un chiffre magique qui circulait sur l'ensemble de notre pays, qu'il n'y avait que 500 professeurs, je crois. Et sur ces 500 professeurs-là, l'UPN n'en avait que 92. En 2000, l'UPN n'avait que 92.
Maintenant, là, Madame l'artiste a dit, on a d'abord les docteurs, docteurs à peu près. La totalité, nous sommes à 720 donc, professeurs pour le moment. Que la relève est réellement assurée. En dehors des docteurs. Voilà. 720 en dehors des docteurs. Voilà. Donc, c'est que la relève est réellement assurée. Et aussi, tous ceux qui viennent, moi, je pense que c'est aussi les lieux que nous puissions nous dire certaines choses. Nous devons préserver notre maison, c'est notre maison. Moi, j'ai toujours dit, en plus d'être professeur, je suis enseignant. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis enseignant. Ailleurs, ce sont des professeurs, mais qui ne sont pas vraiment des enseignants. Moi, je suis professeur et je suis aussi enseignant. En tant qu'enseignant, nous avons des qualités que nous devons vraiment promouvoir au niveau de notre société. Quand j'ai évoqué l'IPENIA, c'est-à-dire les groupes qui doivent promouvoir les valeurs de l'IPEN. Nous devons protéger notre maison. Mais pour la protéger, nous devons bien la connaître. Nous devons bien la connaître. Quelqu'un a dit, bon, les administratifs ne sont pas considérés. Bon, moi, je pense que maintenant, les administratifs sont considérés. Je le dis dans mon intervention, que dans la lutte pour la transformation de l'IPEN, les administratifs aussi ont beaucoup joué. C'est la raison pour laquelle, quand on a commencé à payer la cogite, au début, certains enseignants ne voulaient pas qu'on donne la cogite aux administratifs. C'était tout simplement le frais de transport pour les enseignants. Mais on a insisté pour que les administratifs aussi puissent bénéficier quoi? De la cogite. Bien. C'est quoi la cogite? La cogite? Oui, c'est quoi? Bon, c'est commission des transports. Ah, indemnité des transports. Voilà. Ah, d'accord, merci. L'IPEN, dans sa création, comme l'avons dit, l'IPEN, c'était une institution pilote qui devait former les formateurs des autres institutions, ISP, ainsi de suite. Cette mission-là reste jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous devons être en relation, en corrélation avec les ISP, les ISC. D'ailleurs, ils doivent venir même apprendre à enseigner ici chez nous. Ils ne savent pas enseigner, ils racontent leur vie. OK? Mais ici, nous apprenons à enseigner. Même l'agrégation dont on a parlé tout à l'heure, là, ça devait s'organiser ici chez nous. Hein? Et aussi, tous les docteurs qui défendent des thèses ici ne sont pas obligés de devenir professeurs. Donc, tout docteur n'est pas obligé de devenir professeur. Oui. Donc, tout docteur ne peut ne pas devenir professeur. Tout docteur n'est pas appelé à devenir professeur. Voilà. Il faut d'abord être agrégé, apprendre comment il faut enseigner. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à la dame qui a parlé de l'innovation? Elle enseigne l'anglais, elle organise des concours, mais... Voilà. Bon, ça, ce sont des formations qu'on appelle non formelles, ok? Des activités para-académiques. Peut-être comment il faut trouver des moyens pour les encourager. Il y a quand même une direction des services para-académiques et je pense que l'étudiante pouvait passer par cette direction-là, donner des orientations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on organise des activités para-académiques au niveau de l'université. Madame, à propos de cela, je peux rassurer notre étudiante. J'ai ri aussi sur ce que le professeur Kassonga vient de dire. En fait, il faut passer par la coordination estudiantine. Nous soutenons par exemple le club Eloquentia. Hein, le club Eloquentia, nous avons d'ailleurs dernièrement j'avais reçu, ils ont amené leur coupe, le club Eloquentia est soutenu. Je pense lorsque vous avez une activité en tant qu'étudiant, c'est mieux de passer par la coordination estudiantine, c'est la voie indiquée pour que nous sachions encourager. Parce que nous encourageons régulièrement, peut-être c'est la communication qui ne passe pas. Il y a eu beaucoup d'activités des étudiants que nous avons soutenues. Par exemple, il y a une autre activité que les étudiants avaient faite, c'est l'assainissement. Il y a des étudiants qui sont venus avec une très très bonne idée en disant que, voilà, madame, nous pensons qu'il faudrait avoir une brigade estudiantine d'assainissement. Nous avons mordu à cette idée et cette brigade travaille avec madame secrétaire générale administrative. Donc, si nous, on ne connaît pas, vous êtes dans votre coin, vous ne passez pas par la coordination estudiantine, ça serait difficile pour nous. Madame la rectrice, malgré la présence des poubelles, mais on trouve des bouteilles d'eau un peu... Au fait, voilà, ça c'est justement, là. Nous avons un programme juste avec cette brigade estudiantine et nous avons aussi...
nous avons aussi un projet avec une institution pour mettre des panneaux pour faire l'éducation à l'assainissement, pour sensibiliser les étudiants pour les problèmes d'environnement. Et il m'arrive moi-même personnellement, et surtout la secrétaire générale administrative, lorsqu'on trouve les étudiants sont devant et qu'il y a des bouteilles, souvent on reste là debout en demandant « Veuillez ramasser les bouteilles ». Mais ce n'est pas encore dans nos mentalités. Ce n'est pas encore... il y a très peu d'étudiants qui mordent à ça. On voit qu'ils jettent, mais avec les étudiants, il faut faire une campagne à l'éducation civique. Civique. Et vous avez des très beaux bâtiments. Je me demande comment garder ces bâtiments propres pendant très longtemps. Au fait, pour garder ces bâtiments, évidemment, il faut s'y mettre. Ça coûte cher à l'université. Et les gens ne savent pas enlever les... c'est un budget conséquent pour faire l'assainissement et un budget conséquent pour garder les bâtiments propres. Je sais que les gens qui travaillent au rectorat, plusieurs fois j'ai dit, quand je vois quelqu'un toucher au mur, j'écris, j'ai dit, on ne touche pas au mur, on sait marcher quand sans toucher au mur. Donc, mais évidemment, nous allons mettre au point des pictogrammes qui vont montrer, essayer d'enseigner les gens pour respecter la propriété. Si on prend l'exemple des pays qu'on dit qui sont les plus propres, je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est un des pays les plus propres du monde, mais c'est qu'il faut on éduque déjà les enfants au bas âge à ne pas jeter des papiers partout. Donc, il faudrait que les gens aient cette habitude de ne pas jeter les papiers ou jeter des bouteilles ou c'est n'importe où. Oui. Mais il faut du temps. On a besoin. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre encore trois questions, c'est ça? On s'achemine petit à petit vers la fin de l'émission. Au Capi Service, émission spéciale en direct de l'Université pédagogique nationale, à l'occasion des 20 ans de cet alma-mater. Bonjour, monsieur, votre nom et la question. Merci. Je m'appelle chef de travaux. Merci de tenir le micro, comme ça on va bien vous entendre. Je suis le chef de travaux Stéphane Ilolo. OK. À travers votre micro, je tiens à remercier et en même temps à féliciter Madame la rectrice et son équipe. Depuis qu'ils sont avec nous ici, ils ont eu à éradiquer beaucoup de situations antivaleurs à travers l'encodage des cotes par le système appelé SysNet, bien que celui-ci a aussi ses cas plus, que les étudiants aussi comprennent. Il y a eu aussi un problème d'assainissement. À travers Madame la secrétaire générale administrative, nous voyons que les immondices ne sont plus comme hier. Vers la sortie de Selembao, il y a eu des foules. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a des services qui passent chaque jour pour le balayage. Mais je tiens, puisqu'il s'agit d'un problème de charge horaire, je suis en train de proposer que les départements tels que les nôtres en sciences politiques et administratives, nous avons beaucoup de professeurs. Mais il y a en nutrition, il n'y a pas de spécialistes. Si par exemple, il y a des gens qui demanderont des charges horaires, il faut qu'ils viennent voir ces départements-là qui n'ont pas de spécialistes. Par exemple, en médecine vétérinaire, il n'y a pas vraiment de médecins vétérinaires. Madame la rectrice, je sais que vous en tiendrez compte. De même, avec l'inscription des étudiants, il y a des départements qui sont en voie de disparition. Lesquels? Il y a professeur Rigaud est là, son département des sciences historiques, qui n'a pas assez d'étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire la péréquation, n'est-ce pas? De proposer à ce que les étudiants viennent s'inscrire dans ces départements-là pour qu'il y ait
une certaine... C'est quoi la tendance? Les étudiants vont plus dans quel département? Ils vont plus Il y a la faculté de droit, elle est peuplée. Oui. Gestion informatique. Chez moi, en SPA, on voit des disparitions aussi. Vous verrez. Oui, il n'y a pas assez d'étudiants. Comme hier. Il y a la faculté d'agronomie, il n'y a pas aussi assez d'étudiants. Je vais proposer que... qu'on fasse la péréquation. La péréquation. Quand les étudiants viennent... la faculté... Donc, quand les étudiants viennent s'inscrire, qu'est-ce qu'on fait? Une partie, on envoie... que de l'autre côté, il n'y a pas de place. Oui. N'est-ce pas? Même s'ils ne veulent pas aller en nutrition, on les oblige à aller là-bas. La faculté de médecine à l'Inikin, c'est comme ça, non? Vous venez, il n'y a pas assez de places, mais il y a des places en sciences historiques. N'est-ce pas? Ceci, c'est pour assurer un peu l'équilibre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Le suivant. Comment? C'est pas intéressant? La péréquation. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur Indengue. Je suis de la faculté des sciences, spécialement au département de mathématiques, et en même temps directeur de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques et des sciences, dont Madame la rectrice a fait allusion ici, pour que nous puissions être amenés à produire les manuels scolaires dont on aura besoin. Il y a un problème que nous profitons de votre présence ici pour soutenir les comités de gestion dans les démarches qu'on est en train de faire pour qu'on puisse donner des budgets conséquents pour tous ces problèmes qu'on a soulevés ici. Avec les moyens dont on dispose pour le moment, il est difficile d'organiser correctement ce que vous avez demandé ici. Par exemple, pour les centres de recherche, la rectrice vient d'arriver, ça fait une année. Tous les centres-là n'ont pas eu de moyens de fonctionnement jusqu'à présent. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas le faire, mais parce qu'elle n'avait rien trouvé. Il faut essayer de voir comment on peut aider. Et je crois que le gouvernement dispose des moyens. Il y a moyen d'avoir cet argent-là. Mais peut-être c'est orienté ailleurs, au lieu que ça soit orienté vers des centres de recherche et de production. Si aujourd'hui, par exemple, nous produisons les manuels scolaires, c'est un marché. Et on peut vendre ces livres-là. Je crois que le rectorat n'aura pas besoin de chercher de l'argent ailleurs. Mais pourquoi on ne peut pas nous donner ces marchés-là? Moi, je pense que le comité de gestion fait des efforts. Nous aussi, au niveau de la communauté, nous soutenons ces efforts. Mais il faut que le gouvernement tienne compte de la spécificité de cette université qui a double casquette, à part les formations d'ensemble, mais la spécificité de notre université. Pour ce qui concerne, par exemple, le 3e cycle, des efforts sont faits, mais si, par exemple, il y avait un appui du côté des centres de recherche, parce que ces centres-là peuvent appuyer justement les départements, les facultés, pour avoir de bons résultats qui peuvent être utilisés par la société. Merci, professeur. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs. Je suis Yongamuko Kogras, étudiant dans les relations internationales. J'avais fait un petit constat et ces jours-là, j'avais essayé un tout petit peu de constater parce que je suis en L3, système LMD. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons mis le système LMD en exergue et même au sein de notre université. Quand nous étions venus prendre l'inscription, en amont, on nous avait dit que vous allez faire le système LMD qui veut tout simplement dire licence, master et doctorant. Nous, dans nos têtes, on savait qu'en 3 ans, nous serons licenciés, comme on nous avait prévenu en amont. Et arrivé aujourd'hui, nos aînés scientifiques l'an passé ont y marqué leur cursus avec des défenses et collations. Mais nous sommes arrivés
à la fin de l'année, on vient de nous prévenir qu'il n'y aura ni défense, ni collation. Et l'un de nos professeurs a même eu à me dire que si vous ne vous limitez que par ces 3 ans, vous ne serez pas appelé licencié, mais plutôt bachelier. Et actuellement, maman Tobungi. Maintenant, moi j'aimerais juste bien savoir, après les 3 ans dans le système LMD, quel sera notre qualificatif dans les milieux professionnels? Et l'Université pédagogique nationale va nous donner quoi comme document qui justifiera notre exercice universitaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Madame la rectrice, vous avez la parole. Ok, merci. Je préfère répondre à la dernière question en premier lieu. Monsieur l'étudiant, le système LMD, c'est un système, on peut faire d'abord le petit historique, ça vient des accords de Bologne au niveau européen, parce qu'on voulait mettre pour que les étudiants puissent, les étudiants puissent passer d'une université à l'autre, d'un pays à l'autre, sans problème. C'est un système, comme on vient de dire, le système LMD, c'est un système, nous avons licence, master, doctorat. La licence est 3 ans. Master, c'est 2 ans. Et puis vous avez le doctorat, si on veut aller loin, doctorat, 3 ans à 5 ans. C'est un problème de langage. On a confondu, on a cru, beaucoup d'entre vous ont cru que la licence du système LMD était l'équivalent de la licence du système PADEM. Ça, c'est une erreur grave. Ce n'est pas comme ça. La licence du système LMD n'est pas l'équivalent de la système, n'est pas équivalente au système PADEM. Ça, c'est la première des choses. Voilà, il faut le savoir. Dans certains pays, on appelle même bachelier. Et d'ailleurs, le diplôme congolais ça sera écrit bachelier. En anglais, on dit bachelor. Voilà. C'est ça. On peut, à la rigueur, le dire, c'est pratiquement le graduat. Pratiquement le graduat. C'est le système d'enseignement qui change dans le système LMD. C'est un système où l'étudiant, on lui donne beaucoup d'importance. C'est le travail de l'étudiant qui est au centre. C'est différent avec le système PADEM. À ce qui concerne les défenses, je pense qu'il faut regarder. Vous êtes au niveau universitaire. Ce que je reproche à beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne voulez pas lire les textes. Quand on entre à l'université, donnez-vous la peine de lire les textes qui régissent votre filière ou l'université de manière générale. Qu'est-ce qui est dit dans le système LMD en ce qui concerne les travaux au niveau des L3? Ces travaux peuvent être défendus ou non. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une nécessité. Et vous remarquerez là où vient le système LMD, les étudiants de L3 ne défendent même pas ce travail. Et même là où vient ce système LMD que nous avons adopté, il y a même les masters qui ne défendent pas le travail. C'est tous les masters professionnalisants. L'étudiant va aller peut-être, par exemple, 6 mois, là où il veut faire le stage. Et c'est un stage où il va sortir, c'est comme un stage.
C'est un stage professionnalisant avec un thème précis. Lorsqu'il a terminé, il rédige une monographie et il va aller déposer au niveau de la faculté. Et lorsqu'il dépose au niveau de la faculté, il n'y aura même pas une défense publique. Généralement, on va prendre 2 ou 3 examinateurs qui vont l'interroger. Ils ne seront qu'avec ces examinateurs qui vont l'interroger sur son travail. Vous voyez? Donc, même au niveau du master, certains, surtout les masters professionnalisants. Donc, ici, chez nous, nous apprenons. Tout le monde, au départ, lorsque les tout premiers L3 qui étaient là, dans beaucoup d'universités, nous avons voulu assez que les étudiants défendent. Mais avec l'expérience, nous avons vu que ce n'était pas une nécessité. Nous sommes en train d'évoluer avec le système LMD. Ce n'est pas une nécessité de défendre. On va vous évaluer. Les étudiants, ils sont habitués à la défense, ils appellent les membres de famille, la fiancée qui vient avec la fleur, tout ça. C'est folklorique, hein? Permettez-moi de dire ça, il faut être direct, c'est folklorique. C'est folklorique, on va vous proclamer. C'est un cycle qui se termine, et puis, vous attendez le second cycle. Donc, c'était le premier cycle. Moi, je ne vois pas pourquoi... ne pas défendre. Ce qui est important pour vous, c'est déterminer ce cycle-là. Oui. Voilà. Bien, je vais donner vous allez conclure, professeur. Le budget, non. Bon, les autres, c'était juste la première question. Je ne dirais pas péréquation. Je pense que lorsque certains départements, c'est des peuples, il y a une faiblesse au niveau de la guidance. Nous devons redynamiser notre service de guidance. Vous savez, ailleurs, dans beaucoup d'universités du monde, ce sont parfois des professeurs qui sont là-dedans au niveau du service guidance. Et vous avez toutes les spécialités qui sont là pour pouvoir guider les étudiants. Pour bien les orienter. La faiblesse que nous avons à l'heure actuelle, c'est que lorsque les étudiants sont là, nous n'avons pas au niveau des guidances les répondants pour pouvoir leur expliquer les détails, l'avenir, ce qu'ils ont comme possibilité lorsqu'ils terminent dans telle filière ou telle autre filière. Je me rappelle, je vais terminer par ça, lorsque moi on m'a engagé à l'UPN, il y avait une dame dont j'ai gardé le nom, elle s'appelle Madame Ekwaki. Et c'était tout un groupe là qui accueillait les étudiants et on organisait des séances pour expliquer aux étudiants les différents départements qu'il y avait. Donc c'est un travail au niveau de la comité de gestion de pouvoir redynamiser la guidance pour bien orienter les étudiants, aller dans certains départements. Voilà. Bien, merci beaucoup, Madame la rectrice. Professeur Kassonga, il y a une question, le prof de mathématiques, voilà, ils n'ont pas assez de moyens, on pouvait produire des manuels à partir d'ici, les moyens, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela? Bien, je voudrais d'abord revenir sur l'inquiétude concernant notre discipline, les sciences historiques. Nous, les historiens, nous disons ceci: quand on n'a pas de repères, on se perd. Ok? L'histoire ne se répète pas, mais l'histoire se ressemble. Le mois de juillet 2024, nous sommes réunis en atelier avec les professeurs venant des différents pays de l'Afrique centrale, sauf du Rwanda, parce que chez eux, il semble qu'on n'organise pas les enseignements d'histoire. Ce sont des enseignements de veille. Si vous regardez dans notre société, ici à Kinshasa, vous allez trouver partout, sur chaque avenue, on a écrit « Cette parcelle n'est pas à vendre ». Mais quand vous posez la question « Pourquoi cette parcelle n'est pas à vendre ?», on est incapable de vous dire pourquoi cette parcelle n'est pas à vendre. Les Congolais, c'est quelqu'un, il n'a pas de visa, il n'a pas de passeport, il n'a pas de projet, mais par la force du Saint-Esprit, il veut aller en Europe. Les Congolais, c'est quelqu'un, il a à manger devant la table. Oui. Pour bien manger, on doit utiliser ses mains, prendre à manger, mettre dans la bouche.
Mais les Congolais voudraient prendre ses jambes, ses pieds, prendre les foufous et mettre dans... Ah ouais? Vous voyez un peu ce mouvement-là? C'est très difficile. Mes chers amis, nous comprendrons plus tard l'importance de ces disciplines. C'est une discipline de veille. Si vous voyez tel que nous vivons actuellement dans cette ville, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Nous venons d'où? Nous sommes où et nous allons où? D'accord, professeur, alors, vous n'avez plus que 5 secondes, 10 secondes, rapidement, parce que on va bientôt clôturer. Merci beaucoup. Bon, oui. En fait, par rapport à la préoccupation du professeur Ndengue, je crois que les problèmes est posé et il faudrait qu'au niveau interne, qu'on voie pour trouver des moyens afin de promouvoir l'application des manuels scolaires de manière générale. Professeur Dinzenza. Alors, nous avons parcouru jusqu'à 20 ans. Mais je me pose la question, je m'attendais à une question. L'université a 3 missions. La recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Je me pose la question, je vous pose la question, pas les étudiants. Nous, des départements et des facultés, est-ce que nous avons fait quelque chose vers la société? Quel impact l'université a eu sur... Qu'est-ce que l'université a fait pour la société? Manuel scolaire, c'est bien, c'est la société, je crois. Hein? Manuel scolaire, c'est bon. Monsieur Ndengue, professeur Ndengue, manuel scolaire, ça c'est vers la société. Et les autres, nous de la sociologie, est-ce que nous sommes descendus dans la rue pour voir ce qu'il y a à faire par rapport à la citoyenneté? Par exemple, 20 ans, hein? Mais quel est notre apport, nous, Université pédagogique nationale, envers la société? Est-ce qu'il faut une étude, lancer une étude là, Non, les facultés doivent s'organiser. S'organiser. Ouais. D'accord. Professeur, on va conclure avec la rectrice. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour les prochaines années, pour les 20 prochaines années? Au fait, tout ce que j'en peux dire, les 20 ans, voire 20 ans, ce que je vais ajouter ici plus, c'est pour que l'université pédagogique aille de l'avant, nous, notre comité de gestion, nous avons mis un accent sur la numérisation. La numérisation va nous aider à combattre pour aller de l'avant, combattre les antivaleurs. La numérisation va nous aider à mieux connaître nos étudiants. Il y a pas, quand nous sommes arrivés ici, on tâtonnait, on ne connaissait pas le nombre d'étudiants. Grâce au logiciel, nous connaissons nos étudiants. Nous savons, avec la numérisation, nous avons nos travaux, des thèses, des mémoires sont maintenant corrigés, passent sous anti-plagiat pour pouvoir voir si ce sont des travaux originaux ou pas. Avec la numérisation, nous allons pouvoir améliorer notre gestion financière. Et nos perspectives d'avenir aussi, c'est que nous avons la faculté des sciences de santé. Nous voulons construire un hôpital pour cette faculté-là. Et il y a eu une initiative venant vraiment de cette faculté où un département a dit qu'il abandonnait vont garder les frais de laboratoire pour pouvoir construire contribuer à la construction de cette université. Nous avons aussi acquis un terrain à Kassangoulou pour pouvoir, pour nos amis vétérinaires et pour les agronomes, pour faire l'expérimentation. Et nous pouvons même dire qu'à l'heure actuelle, il y a un projet qui s'appelle Kouboulia, où nous avons déjà on a construit déjà une pousserie qui se trouve au niveau de Kassangoulou. Voilà, il y a beaucoup de projets, madame la rectrice. Beaucoup de projets, et nous allons insister, j'insiste toujours, notre caractère pédagogique. J'invite les spécialistes de notre université de se saisir de cette spécialisation
pour présenter des projets qui vont nous aider d'aller de l'avant. C'est notre spécificité. Nous ne pouvons pas abandonner cette spécificité. Madame la rectrice, merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous disons merci à Madame la rectrice Yvonne Ibebeke. Est-ce qu'on peut l'applaudir très 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 fort? Professeur Hugo Kassonga, historien, merci beaucoup. Merci de l'encourager également. Nous disons aussi merci au professeur Henri Dinzeza, sociologue. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service en direct de l'UPN. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même?